sont les défis que nous portons en nous et qui sont donc des défis diachroniques, c'est-à-dire historiques. Nous devons savoir que nous sommes des héritiers d'une histoire qui commence par ces grands empires qui ont existé en Afrique, des empires qui ont donné les pharaons, des empires ou des royaumes. Nous avons eu le royaume du Kouch qui a donné lieu à Nubie à une grande civilisation. Nous avons eu l'empire du Ghana, nous avons eu les empires, le royaume Congo, qu'est-ce que nous n'avons pas, les Lunda et autres. Mais ces empires ont fonctionné dans un contexte d'affrontement, parce que c'est ça le cas de toutes les nations. Donc nous avions des empires qui malheureusement, à la rencontre d'autres empires qui avaient, eux, développé ou fait déjà une révolution technicienne, n'ont pas pu résister à la rencontre de la civilisation européenne qui a suscité des guerres. Ces empires ont cédé par absence de vision stratégique commune, parce que chacun, l'Empire Congo, croyait qu'il pouvait aller prendre les esclaves chez les Téké. Les empires sahéliens pouvaient croire qu'ils pouvaient prendre les esclaves. Et finalement, par la méconnaissance de la vision des autres, ces empires ont cédé. Et voilà, nous allons faire l'objet des 4 siècles des traites négrières. Et il y a eu donc tout ce que vous voyez aujourd'hui en Europe comme les Noirs, bien sûr qu'il y avait quelques Indiens, sont donc le fruit de cette civilisation, cet esclavagisme, qui a été un mouvement de tueries, de déploiement, de déstructuration, et qui va avoir lieu pendant 4 siècles. Plus de 200 millions d'Africains, y compris des Congo et autres, ont été transportés dans l'Afrique, était devenu un champ de ruines. Mais après 4 siècles, nous allons connaître une autre calamité, la colonisation. Et cette colonisation va faire que nous allons être encore dominés sous notre forme, nous allons être exploités, et ça commence de 1885 pratiquement jusqu'à 1960, plus ou moins une centaine, plus ou moins 100. Et malgré cela, nous allons devenir indépendants. Ces indépendances seront malheureusement des indépendances nominales, parce que les 32 États, nous allons devenir 54 États, mais ces 54 États qui devaient, n'est-ce pas, être des États qui allaient donner des leçons au monde, l'Afrique aujourd'hui est le continent le plus pauvre qui bat, n'est-ce pas, tous les records négatifs. Si on prend l'indice de pauvreté multidimensionnel, c'est qu'elle n'aime pas ça, mais aujourd'hui, 593 millions d'Africains sont pauvres sur une population de 1,2 milliard. Il y a des pays qui ont 9 sur 10 de la population qui vivent avec moins de $1 ou $2. Le Niger, les Soudan du Sud. 8 sur 10 sont dans la même situation, et Burkina Faso, le Tchad. Si on prend la situation de la santé, plus ou moins 70% des personnes vivant avec le sida sont en Afrique. 554 millions d'Africains n'ont pas accès à l'eau. 90 millions d'Africains n'ont pas accès à l'électricité.
je ne vais pas donner les chiffres du Congo parce qu'on risque de croire que nous voulons parler du Congo et que nous sommes négatifs. Non, bien sûr. Parce qu'on nous a demandé des défis transversaux à faire. Voilà donc la situation dans laquelle nous sommes. Et aujourd'hui, si on fait les bilans des passages de l'Union africaine à de l'ONU à l'Union africaine, ben, nous sommes toujours sur cette situation. Alors, ce qui fait que la situation de l'Afrique, c'est un continent qui aurait dû, avec ses richesses, je ne vais pas y revenir, nous sommes un continent où nous avons 30% des ressources minérales du monde, nous avons 45% tout simplement d'or du monde, nous avons 65% des cobalt du monde, donc 90% chez nous au Congo, nous avons 600 millions de terres arables, dont pratiquement le Congo avec 80 millions de terres arables. Si on ajoute 40 millions de terres irrigables, mais nous l'exploitons à peine 3%. Donc voilà la situation. Alors, sur le plan de la santé, plus ou moins 510 millions n'ont pas accès à la santé. L'espérance de vie, on parle de plus ou moins 55%. Moins de 70% d'Africains arrivent à terminer l'école primaire. Et je peux continuer à égrener ces... Alors, quels sont les défis que nous avons pour sortir de cette situation? Le premier défi, c'est les défis sécuritaires. Si on prend la carte de l'Afrique, l'Afrique, c'est le continent de violence. C'est vrai qu'on peut aussi parler de génocide qui a eu lieu en Europe, dans l'ex-Yougoslavie, mais pratiquement sur les 54 États africains. Si on prend la zone de l'Afrique du Nord, je vais aussi le prendre, mais il y a un conflit endémique autour du Sahara occidental entre le Maroc, l'Algérie et cet espace. La Mauritanie s'est retirée et il y a un point rouge là-dessus. Je ne parle pas des conflits internes qu'il y a au niveau de l'Égypte autour de la région. Si nous prenons l'Afrique occidentale, ben, cette zone aujourd'hui est ravagée par, après des guerres qu'il y a dans chaque État, par les radicalismes islamiques, qui a créé une situation de tension entre le Burkina, le Mali, le Niger, qui a déstabilisé l'ensemble des institutions de ces pays, qui on assiste à une cascade de coups d'État. Si nous descendons dans l'Afrique de l'Ouest, mais il y a toute une explosion d'un pays, la Somalie qui a disparu, l'Éthiopie qui nous donne l'impression d'être stable, mais avec la guerre des Oromo à tout moment, on arrive parfois à des rébellions qui arrivent à 80 km de la capitale, et ça disparaît. L'Érythrée qui chante de tous les laisser. Alors, l'Afrique dite médiane est traversée par ces conflits des Grands Lacs qui touchent à la fois les Soudans du Sud, qui est un pays qui avait beaucoup d'espoir, d'espérance avec du pétrole, mais qui est devenu aujourd'hui un champ de confrontation. Vous suivez ce qui se passe au Soudan, entre une milice et la rue, avec des milliers de morts, et les mondes restent impuissants. Mais si on descend un peu, les Congo, ça fait 30 ans que nous assistons à un statuside et un génocide dans la partie est de la République. Mais en Ouganda, ces mouvements armés qui sont au Congo, en fait, sont des mouvements qui luttent contre le pouvoir ougandais. Les Rwandais a un pseudo-État, une forme de monarchie où il y a une grande partie de la majorité des Hutus qui sont écrasés. Donc c'est un foyer, il y a des foyers ouverts et des foyers couverts de conflictualité dedans. Alors, l'Angola a trouvé des armes d'équilibre, mais le Mozambique est prêté dans une crise militaire contente d'étouffer. Alors, la Centrafrique, ben, c'est une paix des armes avec la présence rwandaise et autres. Donc, bien au sud, donc, du nord au sud, l'Afrique a ses défis. Les défis premiers, c'est
des points de vue de la sécurité. Mais c'est le défi de la paix et de la sécurité qu'il faut trouver. Parce que sans paix et sécurité, vous ne pouvez pas lancer l'économie. Le deuxième défi, qui est la conséquence ou la cause de cela, c'est le défi de la bonne gouvernance. L'Afrique, malheureusement, c'est un continent où il y a encore des coups d'État. Quand on voit le Mali, cet empire, avec les Goïta, ou quand on regarde le capitaine Ibrahim, on s'est dit, on croyait dans des films d'une certaine époque. Donc, les défis de la bonne gouvernance, les défis de la lutte contre la corruption, les défis des institutions fonctionnelles avec un pouvoir judiciaire indépendant. Parce que sans justice, il n'y a pas de paix, et sans paix, il n'y a pas de travail. Des défis de l'existence même de l'État. C'est un défi matricien. Lorsque nous regardons nos États, les États s'arrêtent d'être à la capitale, aussi pas dans une commune de la capitale. Et lorsque nous allons à l'intérieur, l'État s'arrête peut-être à l'aéroport de la province. Et lorsque vous prenez ce qu'on appelle les secteurs, les territoires, les administrateurs du territoire ont fait 20-30 mois impayés, ils sont à pied, ils n'ont rien. Et les chefs des secteurs et autres, les groupements, il n'y a pas de route, il n'y a rien. Donc, il y a un défi, n'est-ce pas, de la gouvernance. Mais les défis de sécurité de la gouvernance provoquent un autre défi, le défi économique. On nous a parlé de l'intégration, mais intégrer quoi? Lorsque vous consommez tout ce que vous consommez, vous les importez, et tout ce que vous exportez, vous ne consommez pas. Qui a déjà vu le coltan ici chez nous? Est-ce qu'on mange les coltans? Les cobaltes donnent nous, les diamants, l'or, ça part à l'extérieur. Mais allez dans votre supermarché, même les tomates viennent de l'extérieur. Les oranges, si on vous présente des oranges de Kinshasa, donc vous allez prendre les oranges, les clémentines des autres. Et nous avons dit que nous avons 80 millions d'hectares. C'est un défi réel. Conséquence, notre économie, c'est une économie pauvre. Et nos plans de développement, si plan il y a, ce sont des plans de réduction de la pauvreté. Donc nous sommes ancrés dans la pauvreté. Et lorsqu'on prend les PIB qui montent, on dit voilà, vous avez atteint 1200 et autres. Mais c'est un cache-sexe parce que, si vous ne savez pas, mais sur le 1200 $, en fait, c'est 1 ou 2% qui ont plus ou moins 1000. Et les restes sont dans les dénouements le plus total. Donc, sur le plan économique et maintenant sur le plan de la santé, les droits d'accès à la santé, c'est impossible. C'est impossible. Tous les programmes que nous essayons de faire en Afrique, c'est difficile. Comment accéder à la santé? On est en train de concevoir encore la couverture médicale universelle. Mais de quels hôpitaux? De quels hôpitaux que nous avons? Peut-être à la capitale. Mais vous savez, lorsque nous allons en campagne, nous trouvons les gens, les femmes qui accouchent à même le sol. Même les sols. Donc ça, c'est une situation générale. Les droits d'accès à la santé, les droits d'accès à l'éducation. Oui, je suis très heureux pour le programme 147 territoires, pour la gratuité d'enseignement qui a fait bondir les chiffres. Mais de quelle école? Quand les gens rigolent, parfois on monte une école de l'Équateur, ils croient que c'est à l'Équateur. Donc c'est surtout la République où vous avez des écoles en paille, où les enfants se mettent à même le sol, où il n'y a pas de tableau. Donc voilà le tableau général. Mais est-ce pour ça qu'il faut se décourager? Non. Vous savez, la Chine ou l'Inde, ils sont sortis du sous-développement à moins de 20 ans. Alors, quel est notre problème? C'est justement le sujet que vous avez donné. L'éthique et la responsabilité. Les leaderships. Les leaderships, nous avons, il faut l'avouer, nous sommes des conglomérats de diplômés. Capables toujours de déclencher les sécessions, les rébellions, les mouvements 1 et 23, CNDP et autres, pour accéder au pouvoir. Parce que dès qu'on vous enlève du mangeoire, vous devenez rebelle, vous devenez aigri. Donc toute la problématique de notre gestion tourne autour de la conservation du pouvoir pour le pouvoir, mais pas pour la transformation.
l'éthique et ce leadership, c'est comment faire naître cette leadership, cette nouvelle citoyenneté dont on parle le temps qui n'existe pas. Donc, lorsque nous prenons la situation que nous avons l'impression que nous travaillons pour les autres. Comment on va résoudre le problème des risques d'accès à la santé avec cette mortalité élevée, cette prévalence des sida, cette faible espérance? Donc, il y a les schémas où la piste centrale, c'est de réfléchir sur les défis de l'invention de l'État et l'instauration d'une citoyen. Et après, lorsque nous aurons mis en place des États, c'est-à-dire des espaces de bien vivre ensemble, avec une vision claire de ce que nous voulons faire de ces espaces. Est-ce que ce sont des espaces de pillage et de prédation pour nos élites ou des lieux de transformation des vies de nos concitoyens? Donc à partir de ce moment-là, lorsque nous aurons construit nos États sur base de cette vision, avec la volonté politique nécessaire et les vecteurs. Vous savez, lorsque, je vais terminer par là, c'est une anecdote, lorsqu'on est parti rencontrer les conseillers spéciaux dans nos groupes politiques pour la mise en place de notre nouveau gouvernement, je me pose la question, je dis, mais comment voulez-vous qu'on nomme ce gouvernement? Ce gouvernement voulait qu'il puisse avoir combien de membres? Ce gouvernement, comment vous voyez dans ce gouvernement, vous voulez avoir combien de postes? Quels sont vos... Alors moi je dis, mais dans tout ça, où est le Congo? Lorsqu'on écoute ceux qui sont à Goma là, leur problème c'est le dialogue pour le partage de pouvoir. Pour faire quoi? On a dialogué combien de fois et on a résolu combien de problèmes? Nous avons des vrais défis. Les défis de la constitution de l'État. Les défis économiques de construire une vraie économie au service des Congolais. C'est bon les corridors des hôpitaux, mais quel est le corridor interne? Quand est-ce que nous allons parler d'une autoroute qui quitte Banana jusqu'à Lubumbashi? Quand est-ce que nous allons parler d'un chemin de fer qui quitte Aba jusqu'à Sakania? Ce sont ces défis-là, les défis de logement, les défis de construction. Ces débats-là, praxéologiques, pragmatiques, il n'y a aucun parti politique qui aborde ça dans le 1200 partis politiques. Nous sommes savoir, ah, le gouvernement va sortir, qui va être là? Mais le gouvernement ne peut avoir que 60 personnes. Il n'y aura que 500 députés, 100 sénateurs. Mais qu'est-ce que nous faisons des 100 millions de Congolais? Je vous remercie.